Allez, petite vidéo sur la fiscalité de la location meublée en France, puisqu'en 2025, tu as dû le voir passer, il y a eu pas mal de changements, et notamment les loueurs meublés non professionnels qui bénéficiaient justement de cette option réelle, cette fameuse niche fiscale qui permettait notamment de bénéficier des amortissements sans les réintégrer à la plus-value. On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Bon, ça a pris un petit coup d'arrêt, mais tu vas voir, on reste quand même sur des bases assez saines et sur des choses assez solides pour l'investissement, même si c'était toujours mieux avant, malheureusement, dans cette ère un peu de déclin. Mais cette vidéo va te permettre de comprendre justement un petit peu ces régimes fiscaux, les nouvelles mesures fiscales, l'impact aussi sur le long terme que cela peut avoir, et enfin une petite stratégie, conseil que je te donne par rapport à cette nouvelle donne. Maintenant que les règles du jeu sont enfin connues, on va pouvoir avancer avec ces dernières et les prendre en compte dans nos calculs tout simplement de rentabilité. Donc reste bien jusqu'à la fin, tu vas voir un petit peu comment tirer ton épingle du jeu en 2025 par rapport à ces nouvelles règles fiscales, et ce de manière très simple. Donc, explication rapide sur les régimes fiscaux. Globalement, vous avez deux régimes. Vous avez le micro-BIC et le régime réel. Pour faire très simple, le micro-BIC, c'est une façon simplifiée de faire les choses. On ne se prend pas la tête. On dit, très bien, tu as gagné tant. Ok, très bien. On va t'appliquer un petit abattement forfaitaire de 30%. D'ailleurs, cet abattement de forfaitaire de 30% dans la loi Le Meur, qui a pour but d'harmoniser la fiscalité. Alors, toujours par le bas, bien sûr, on nivelle par le bas contre l'investisseur pour les intérêts de l'État qui dépense toujours plus. Mais on a cet abattement de 30% qui est mis en place dans les régimes dits micro. Alors très souvent, quand c'est simple, il y a anguille sous roche, c'est que derrière, ça va pas non plus dans notre avantage. Donc attention au régime micro. Cependant, parfois, et ça c'est, rapprochez-vous d'un comptable ou d'un expert comptable pour vraiment s'en assurer, mais parfois ça peut être le plus intéressant, mais c'est rarement le plus intéressant. Comme je le disais, quand c'est simple, il y a anguille sous roche, creusez un petit peu. Donc ces régimes micro, si vous voulez, historiquement, étaient différents en fonction que vous faisiez de la location meublée, non meublée. Au meublé, c'était 50%. Vous pouvez même bénéficier de 71% quand on classait son bien, notamment Airbnb, comme on le disait. Ou alors, vous étiez à 30% pour de la location nue. Bon, là, la loi Le Meur dit, globalement, c'est pas dans l'intérêt de l'État maintenant que les logements soient nus ou meublés. Donc, c'est 30% pour tout le monde pour le régime micro. Passez votre chemin. Voilà, globalement, pour faire simple. Et ensuite, on a le régime réel. Le régime réel permet justement de faire la balance quelque part économique entre les plus et les moins. Donc les plus, c'est assez rapide dans l'immobilier. C'est vos loyers, vos revenus Airbnb, etc. Donc on prend ce que vous avez gagné dans le mois concernant ces revenus. Et puis on vient y soustraire l'ensemble des charges, donc les intérêts du crédit, la taxe foncière, bon bref, un tas de charges en face. À la fin, il reste un montant. Ce montant, c'est celui que vous avez vraiment sur votre compte quelque part. Et ensuite, on vient se faire fiscaliser là-dessus. Et parmi ces régimes réels, existait une niche fiscale très connue qui a résisté très longtemps à la pression politique. C'est ce fameux loueur meublé non professionnel au régime réel qui permettait, en plus, dans ces petits mois, de venir bénéficier de l'amortissement du bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'amortissement du bien, très rapidement, l'idée, si on prend, je sais pas, un ordinateur, imaginons, on prend un ordinateur et on l'amortit sur 5 ans. En fait, l'idée, c'est de dire que cet ordinateur, imaginons, on l'a payé 5 000 euros, c'est un bel ordinateur, et ben, chaque année, comme il amortit sur 5 ans, chaque année, il perd 1 000 euros de sa valeur, de telle sorte à ce qu'au bout de 5 ans, il est complètement amorti, c'est-à-dire que l'ordinateur ne vaut plus rien, on peut le jeter. Voilà. Et ça, c'est vraiment de la vision comptable. Et on avait fait quelque chose d'assez similaire finalement, on l'a toujours dans les SCI, sur l'immobilier, en disant, l'immobilier, pendant 20 ans, il va être amorti sur 20 ans. Donc on considère que chaque année, on retire un vingtième de la valeur du bien dans les mois pour venir faire tomber justement ce résultat qui était soit en déficit foncier ou alors en cash flow positif. C'est le but, je vous le souhaite. Et puis, au bout de 20 ans, le bien sur le papier ne vaut plus rien, mais on a bénéficié de 20 années d'amortissement à raison d'un vingtième environ du montant du bien. Donc c'était quand même assez magique et ça permettait de ne pas payer d'impôts là-dessus. Alors, tout ça était quand même limité et plafonné à 23 000 euros ou alors la moitié des revenus du salariat. L'idée étant qu'on n'est pas professionnel de cette activité. Donc c'était quand même assez limité, mais c'était super intéressant puisque à la revente, on ne réintégrait pas les amortissements. C'est-à-dire que bien que le bien comptablement vaut zéro, on partait du principe à la revente que on reprenait la base d'achat, d'acquisition. Donc c'était vraiment très intéressant. Pour 2025, ils sont venus sniper cet avantage et donc maintenant les investissements, les amortissements sont réintégrés. Donc pour faire simple, si vous avez acheté l'immeuble à 200 000 euros et que vous le revendez 20 ans plus tard à 200 000 euros, avant
vous ne payez vous payez 0 € de plus-value parce que 200 000 pour 200 000, on considère que vous n'avez pas fait de plus-value, malgré le fait que vous avez amorti pendant 20 ans les amortissements, donc 10 000 € par an quand même, en moins. Donc ça permettait de ne pas payer d'impôts ou presque. Et là, cette fois-ci, désormais, au bout de 20 ans, quand vous revendez à 200 000 €, on considère que votre immeuble a été entièrement amorti et que donc il ne vaut plus rien. Et donc, si vous le vendez 200 000 €, on considère que c'est 200 000 € de plus-value. Et on vient vous taxer sur les 200 000 € de plus-value. Voilà la différence. Et le pire, c'est que tout ça est rétroactif. C'est-à-dire que, moi, imaginons, j'ai un immeuble depuis 8 ans sous ce modèle-là. Si je le revends tout de suite là rapidement pour essayer justement d'échapper à cette nouvelle règle, non, c'est trop tard. Cette règle est effective depuis le 1er janvier et elle est rétroactive. C'est-à-dire que si 8 ans, et on va dire 10 ans pour les calculs, je reprends l'exemple de l'immeuble de 200 000 €, je suis à 10 ans, du coup, sur le papier, j'ai amorti la moitié, donc 100 000 € déjà amortis. Et si je revends mon immeuble à 200 000 au prix où je l'ai acheté il y a 10 ans, là, on considère que j'ai fait 100 000 € de plus-value. Et je viens de me faire taxer sur 100 000 € de plus-value. Donc, c'est ça la grande différence, c'est qu'à la revente, effectivement, la niche fiscale a été lourdement tapée. Et en plus, comme on a une rétroactivité, on ne peut même pas faire nos petits calculs et anticiper avant que ça se mette en place. C'est déjà mis en place, c'est trop tard. Et ça, c'est le cas pour tous les loueurs meublés non professionnels. Alors, par rapport à ça, il y a on le verra, il y a quelques exceptions, exemptions, comme toujours, sinon c'est trop simple. Donc pour les résidences étudiantes, les résidences seniors ou médicalisées, etc. Donc on attend vraiment de voir exactement qui va être exonéré de ces choses-là, mais ça reste quand même relativement niché. Donc pour la majorité des investisseurs, vous n'avez pas investi là-dedans si vous avez fait des investissements rentables. Donc voilà, vous pouvez faire votre deuil de ça. Vous êtes rattrapé par la patrouille là-dessus. C'est comme ça. Alors, réintégration des amortissements, on en a parlé. L'impact sur l'imposition, au final, moi j'aime bien avoir cette vue de l'esprit. Au final, désormais, le loueur meublé non professionnel au régime réel, au final, c'est ni plus ni moins qu'une SCI, d'accord? C'est une SCI, mais en plus intéressant quand même, parce que avec cette SCI, vous n'avez pas les coûts de création de la boîte, qui peuvent atteindre rapidement quelques milliers d'euros, donc ça, vous ne le payez pas. Et ensuite, vous n'avez pas d'obligation comptable, au sens où vous n'avez pas un bilan à faire, qui va vous coûter aussi rapidement près de 1 000 €. Là, avec le LMNP, alors moi je délègue à un comptable, et je vous conseille aussi, mais certains le font eux-mêmes, donc ça leur coûte rien. Moi je délègue, mais même en déléguant, je suis à 400 € par an, quoi. Je suis à 400 € par an. Contre plutôt quelques milliers d'euros, enfin 1 000 € pour une SCI. Et puis, les coûts de création, j'ai pas eu de coûts de création. C'est-à-dire, dans mes 400 € la première année, j'ai eu la création du LMNP réel. Donc, pour vous rassurer, le LMNP réel reste intéressant. Bon, même si de toute façon, on a les plafonds, etc. Ça reste ni plus ni moins qu'une SCI sans les inconvénients de la création et du bilan comptable. Voilà. Par contre, désormais, on réintègre les amortissements comme pour une SCI, comme toute société. Voilà, c'est le jeu. C'était vraiment ce qu'il faut comprendre sur le LMNP réel, c'est que c'était vraiment historiquement incroyable, quoi. On avait le beurre et l'argent du beurre. Bon, tout ça a été plafonné, encore une fois, ils auraient pu nous le laisser, mais bon, pas de cadeau, l'État fait pas de cadeau, c'est bien connu, c'est comme ça, et voilà, c'est pas dramatique, parce que c'était vraiment exceptionnel, et au final, aujourd'hui, on se rapproche de modèles comme la SCI, qui sont parfaitement viables quand même pour investir pour la suite. Donc, les impacts de la mesure, tout simplement, sur le long terme, ça va avoir effectivement un effet sur les propriétaires. Dès que la fiscalité est moins intéressante, l'actif est moins attractif, et donc, il y a un impact. Les propriétaires ont moins d'intérêt, objectivement, à investir dans ce produit. C'est comme ça. Donc, potentiellement, effectivement, quelques ventes supplémentaires, une augmentation de l'offre. Ça ne va pas non plus améliorer la crise du logement. Oui, on rend toujours cet actif du coup moins attractif. Tant pis pour eux. Il y a une crise du logement, ils comprennent pas. C'est tout. Allez, on continue encore à accentuer cette crise. Pourquoi pas. Ensuite, il y a moins d'intérêt à meubler. C'est-à-dire que très certainement, et c'est même sûr, moi demain, maintenant si je fais un investissement, je vais plus le réfléchir forcément en meublé. Je vais vite faire l'économie des meubles. En plus, l'avantage de ne pas meubler du coup désormais, enfin ça a toujours été le cas, mais là, comme on n'a plus d'avantage à meubler, c'est que les gens restent plus longtemps. Quand ils ramènent leurs meubles, ils réfléchissent à 2 fois avant de redéménager. Alors qu'un meublé, on sait très bien, les préavis sont plus courts, et puis la durée dans laquelle la durée sur laquelle le locataire reste est souvent plus courte aussi. Donc on a plus de turnover en meublé. Donc là, il y aura beaucoup moins d'intérêt à meubler. Donc sur le marché, il y aura de plus en plus de biens sans meubles, des locations nues, comme on dit. Voilà, ça sera un impact certain pour la suite.
Les exceptions, on en a parlé. Pour des locations spécifiques, pour étudiants, résidences, etc. Donc ça, on attend vraiment les précisions là-dessus, parce que c'est très neuf, c'est très récent ce dont je vous parle là. Donc on attend de voir exactement les petites exemptions. Mais pour les investisseurs qui font les choses bien et rentables, bon, peu de chances que vous ayez investi dans des résidences seniors et compagnie. Donc ne comptez pas forcément là-dessus. Et enfin, le troisième effet, c'est l'effet immédiat, l'impact de la mesure. Je l'ai dit, c'est un effet immédiat et rétroactif dès le 1er janvier. On ne peut pas y échapper. Vous êtes pieds et mains liés. L'État a bien calculé son coût et elle va récupérer les millions qu'elle a calculés sur ce coup-ci. Enfin, cette fois-ci, parce que c'est pas toujours les champions du monde pour calculer les recettes. On l'a très bien vu l'année dernière. Donc, la stratégie et les conseils que je peux vous donner, simplement la stratégie, ça va être, pour ceux qui veulent être quand même exemptés de cette plus-value, de la détention sur le long terme, pour réduire l'impact fiscal. Vous savez, il y a une grille, plus vous détenez le bien longtemps, plus vous avez quand même cet impôt sur les plus-values qui vient diminuer, et il est entièrement d'ailleurs résorbé, me semble-t-il, à 30 années de détention. Entre 22 et 30 années de détention, globalement, vous êtes exonéré des plus-values, et ce, même en SCI, etc. Sur la détention des biens, à 30 ans, on est exonéré de taxes sur les plus-values. Tout ça, juste pour bien comprendre, ça a pour but d'éviter la spéculation sur l'immobilier, pour éviter de faire augmenter les prix trop rapidement. C'est ça le but pour eux, de venir ralentir quelque part, dissuader les vendeurs de vendre trop rapidement. Même si je vous le dis, quand vous avez une plus-value latente très intéressante, allez-y, on s'en fout de payer de la plus-value. Si ça vous permet d'avoir l'argent tout de suite et de rebondir et de faire une excellente affaire, faites-le. Il faut pas se freiner à l'impôt. D'ailleurs, ça fait partie de mon troisième point ici. Attaquez, passez à l'attaque, soyez des gagnants, passez à l'offensive. Concentrez-vous sur gagner plus, pas sur payer moins d'impôts. Alors on sait, en France, on se fait spoiler, ils s'en mettent plein les poches, ces salauds là, pour parler vulgairement. Mais tant pis, ça reste un gâteau qui est partagé. Alors l'État, je suis d'accord, elle prend une grosse part du gâteau sans faire grand-chose. Ça fait chier, mais faites-le quand même. Soyez des gagnants, passez à l'attaque, pensez à gagner de l'argent et arrêtez de penser à payer moins d'impôts. C'est vraiment une psychologie de loser de faire ça. Donc passez à l'attaque. Vraiment, si vous avez des milliers d'euros à faire maintenant et à réinvestir, que ça va capitaliser, ça va faire des petits effets cumulés, etc., vous connaissez, allez-y, faites-le. Pas de souci avec ça. Et enfin, le dernier conseil stratégique, mais ça, c'est pas trop mon domaine, vraiment. C'est tout ce qui va être donation, démembrement, transmission. Là, dans les nouveautés, on peut, j'ai vu, céder jusqu'à 300 000 euros quand même désormais en immobilier. Donc c'est quand même très intéressant. Ils ont vraiment levé le pied là-dessus. Ils ont permis de plus facilement finalement transmettre du patrimoine de son vivant, et le tout en étant exonéré de plus-value. Donc creusez bien pour les familles qui auraient pas mal de patrimoine et qui réfléchissent à tout ça, à transmettre leur patrimoine. En le faisant de votre vivant, visiblement les plafonds ont été levés à 300 000 euros. Donc c'est pas mal quoi. Si vous avez 3 enfants, on approche quasiment le million d'euros de donations. Donc voilà, ça peut être une option pour échapper aux plus-values dans le cadre de l'investissement immobilier. Voilà, en conclusion, donc on a eu une harmonisation fiscale dans l'immobilier avec la fameuse loi Le Meur. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'idée, comme c'est harmonisé pour tout le monde, à partir de là, les règles du jeu sont connues, sont saines, et du coup, la rentabilité, l'investissement le plus rentable, à la fin, restera le plus rentable, puisqu'on a harmonisé pour tout le monde. Donc, concentrez-vous toujours, du coup, sur l'investissement le plus rentable. À la fin, il vous en restera quand même plus. Et moi, je prêche un peu ma paroisse. La location courte durée, vous le savez, c'est mon dada. Et la location courte durée, c'est l'exploitation la plus rentable. Et donc, à la fin, peu importe la fiscalité, si elle a harmonisé, on est quand même plus rentable. Même si, encore une fois, c'était mieux avant. Le LMNP réel avec réintégration des amortissements, au final, oui, ça fait chier, mais c'est ni plus ni moins maintenant qu'une SCI avec moins de frais. Voilà, donc pas la peine de pleurer là-dessus. C'est tout, on peut aller de l'avant, on sait à quelle sauce on va être mangé et on peut y aller. La fiscalité des sociétés est gage de fiscalité. C'est vrai que investir en société, ça a toujours été quand même assez intéressant. Les règles n'ont pas changé pour le coup, mais ce qui est très intéressant, c'est que vous avez vu, les règles n'ont pas changé pour les sociétés. Et comme c'est de moins en moins intéressant pour les particuliers, au final, de plus en plus, on peut se poser la question, est-ce qu'on n'a pas intérêt à investir en société, en SCI, en holding, etc. Après, quel que soit le montage que vous faites derrière, mais ça a au moins l'avantage d'avoir une certaine stabilité en termes de fiscalité. Voilà, donc voilà pour cette vidéo, simplement sur une petite mise à jour fiscale et surtout un peu de mindset par rapport à tout ça. Voilà, ça sert à rien de pleurer, c'était mieux avant. Maintenant, on sait à quoi s'en tenir. Et puis, voilà, c'est harmonisé et le LMNP réel reste
quand même plus intéressant qu'une SCI, entre guillemets, même si derrière, on est bien sûr plafonné. Hein. Le LMNP réel n'a jamais été un moyen, une niche fiscale qui permettait de devenir rentier pour de vrai. C'est-à-dire que le LMNP réel était plafonné à 23 000 euros de revenus. Donc, c'était déjà limité par nature, sauf, je l'avoue, pour les salariés qui gagnaient des gros salaires, puisqu'on pouvait aller jusqu'à 50% des salaires, hein, donc celui qui gagne 100 000 euros par an, par exemple, qui déclare dans son foyer 100 000 euros par an, bah, il pouvait quand même aller jusqu'à 50 000 sur les LMNP. Donc là, ça commence à causer. Mais bon, il n'était pas rentier grâce à ça, puisque il gagnait un gros salaire à côté. Donc voilà, d'excellentes nouvelles, mais pas de mauvaises non plus. Donc on va de l'avant, en avant pour 2025 pour investir dans l'immobilier.